Voilà, donc on va continuer sur la même lancée parce que on va maintenant préciser la place du chirurgien. Quand est-ce qu'on va s'adresser à notre chirurgien, d'emblée ou dans la suite. Donc on va appeler Dr Heteti Abdeslam. Voilà, il va nous présenter pendant Dr Heteti. Donc je compte sur vous pour les 20 minutes pour avoir plus de discussions après. Merci. Donc, je suis très honoré d'être parmi vous dans ce cours supérieur. Je remercie les membres de l'STMRA de m'avoir associé donc, à cette honorable journée. Donc là, on va parler de la place du chirurgien dans la prise en charge de la pleurésie purulente. Donc, je remercie Mariam parce qu'elle m'a aidé. Donc, j'aurais pensé qu'elle va me rendre la tâche plus difficile, mais là, ça va être un peu plus facile. Je vais vous demander donc gentiment d'entrer à slido.com et d'entrer ce code 22 18 111. Oui, je vais, si vous le permettez, donc prendre votre avis dans quelques questions. Soit vous scannez le QR code ou vous entrez sur slido.com et les questions vont apparaître au fur et à mesure. Soit vous scannez le code. C'est plus facile, entrez slido.com et il va vous demander le code, vous le mettez, c'est bon. C'est bon? Sinon, marquez le code, pas de d'argent. Prenez le capture d'écran. C'est plus facile avec le code. Là. On a déjà 2 minutes. D'accord. Non, je vais passer vite. Hein. C'est bon? Juste, je vais revenir donc, pour dire que j'ai pas de conflit d'intérêt. On m'a demandé de dire ça. C'est bon? Juste, ça l'écran, pas de prendre le code. Donc, là, ça a été bien dit. En me donnant cette conférence, je me suis dit pourquoi on parlait en 2023 et c'était très très pertinent d'en parler vraiment en 2023, comme ça a été dit. C'est une pathologie qui gagne de l'espace, que ce soit sur le plan médical ou chirurgical. Donc ça a été aussi bien dit pour les 3 stades, je ne vais pas en revenir, mais la question, réellement, y a-t-il vraiment des stades? Est-ce qu'il y a vraiment le stade 1 pur, stade 2 pur ou stade 3 pur? Ça a été demandé, ça a été démontré dans une étude chirurgicale qu'il n'y a pas vraiment un stade 1 pur. Il y a toujours une partie de la plèvre qui commence à être au stade 2. Il n'y a pas de stade 2 pur, il y a toujours une partie qui commence à faire de la pachypleurie. Et là, les stades sont intriqués et donc la division, elle est très théorique. Ça, c'est premièrement. Ce qui a été dit aussi par le Malem, c'est que l'évolution, parfois, c'est en quelques heures. Vous faites le scanner le matin et si vous refaites le même scanner pour le même malade l'après-midi, vous allez trouver un autre aspect catégoriquement différent. Donc, là, vous allez avoir une question. Quelle est la place du chirurgien? Donc, je vais vous poser à vous la question. Quelle est la place d'un chirurgien, selon vous, dans la prise en charge des pleurésies purulentes? Est-ce que c'est à partir du stade 1, stade 2, stade 3 ou tous les stades? Donc, c'est à vous de répondre. Rapidement, s'il vous plaît. À partir de quel stade? Voilà tous les stades. C'est bon? Donc, ça a été, donc, je remarque bien que la majorité vont vers le stade 3. Bon, le stade 2, c'est bien déjà qu'il y a 50% qui pensent stade 2. Et ce qui est très bien, c'est qu'il y a au moins 18% qui pensent tous les stades. Là, il faut différencier entre 2 questions. La place du chirurgien n'est pas la place de la chirurgie. Donc là, c'est 2 questions très différentes. La place de la chirurgien, c'est dans tous les stades. C'est prouvé, il faut prendre en charge ces malades dès le début dans une équipe pluridisciplinaire. Il ne faut jamais prendre en charge... On ne prend pas en charge ces malades, c'est comme un cancer, c'est une pathologie grave et il faut que le chirurgien intervienne dans la décision dès le début, donc pour ces raisons. Deuxièmement, ça a été bien dit par la BTS que dès le stade 1 ou 2 où on a besoin d'un drain, ça implique soit le chirurgien, soit
le pneumologue. Et donc là, pour dire quelle est la place du chirurgien, je pense c'est qu'il faut travailler en équipe dès le stade 1. Deuxièmement, quelle est la place de la chirurgie, selon vous, dans la prise en charge des pleurésies purulentes? À partir de quel stade? C'est à partir. Stade 1, stade 2, stade 3, donc c'est tous les stades. La chirurgie, chirurgien. Là donc, c'est bon, je pense. La place de la chirurgie, du chirurgien, c'est bien. On a bien répondu. Pour la place de la chirurgie, quand est-ce qu'on indique la chirurgie? À partir de quel stade selon vous? Donc, toujours, vous êtes fixé sur le stade 3. Je vais essayer de vous convaincre donc que c'est pas vrai. Donc là, cette task force de l'ERS ESTS, ça prouve encore que c'est pneumologue et chirurgien, donc c'est une question qui doit être traitée par les deux. Je vais essayer de vous répondre rapidement à 4 questions. Déjà, pourquoi on fait cette chirurgie? Et si on est convaincu qu'il faut la faire, quand est-ce qu'il faut l'indiquer? Quel est le bon moment? Si on l'indique, comment on va faire et quelles sont ses limites? Pourquoi faire la chirurgie? Au début du 19e siècle, on disait qu'il vaut mieux mourir dans la main de Dieu que dans la main d'un chirurgien. Et ça, permettez-moi, et ça c'est vrai, si, permettez-moi, et ça c'est vrai, si on va envoyer le malade à un chirurgien qui va faire une thoracotomie. Donc là, je vais vous montrer que si on envoie un chirurgien qui va faire une thoracotomie d'emblée, il vaut mieux le laisser mourir par la main de Dieu. Donc là, c'est clair. Opérer, ne pas opérer, c'était prouvé qu'il faut bien opérer, que la survie avec les malades opérés elle est nettement supérieure. Mais comment opérer? Il faut opérer. Donc chirurgie versus drainage thoracique seul, ça a été prouvé que c'est mieux parce que ça raccourcit la durée de drainage, la durée d'hospitalisation, moins d'échecs thérapeutiques. Chirurgie versus fibrinolyse, donc ça a été bien dit par Mariam. Il n'y a pas beaucoup de place actuellement à la fibrinolyse et que la chirurgie fait mieux que la fibrinolyse en termes de durée de séjour et même en termes de complications. Donc là, je vais passer. Et on arrive à la question, quand est-ce qu'il faut envoyer au chirurgien? Question. Selon vous, quand est-ce qu'il faut référer une pleurésie purulente? Déjà, stade 1, 2, donc stade 3, c'est bon. Féminine des actes chirurgicales, c'est bon. Renner de choix, il y a le stade 1, 2. 5 jours après l'admission, c'est un choix multiple. 3 jours après l'admission, 5 jours après l'admission ou 10 jours après le début de symptômes. Aucun délai, dès le début. Il ne faut pas envoyer. Si on indique la chirurgie, donc à partir, déjà vous allez voir. Donc, bon, la majorité, 5 jours après l'admission, quand même 32%, 5 jours après drainage et fibrinolyse, malgré que Mariam vous a dit que ce n'est pas indiqué et qu'il ne faut pas insister à faire ça. 3 jours après l'admission, merci, donc ça c'est bien déjà. Et 10 jours après le début de symptômes, je vais vous répondre, donc, c'est une vraie course contre la montre. Il ne faut pas hésiter à envoyer très rapidement, et vous allez comprendre pourquoi, ces malades au chirurgien. Quels sont les délais? Commençons. Premièrement, ce qui est recommandé, c'est 5 jours après l'hospitalisation. Donc, parce que ça a été démontré, dépassant ce délai, on a plus de morbidité, on a plus de bullage prolongé dans la chirurgie et plus de durée d'hospitalisation. Pourquoi? Parce que bien sûr, si on va opérer un malade avec cet aspect-là, juste quelques fibrines, ça va être très facile comme geste, suite opératoire très simple. Par contre, arriver à une pachyplorite de 2-3 cm avec la thoracotomie, donc là, c'est l'AREA, c'est l'hospitalisation très prolongée. Dans la plus large étude randomisée publiée dans New England Journal of Medicine, les recommandations, c'est une recommandation, ne pas dépasser 10 jours dès le début des symptômes. Donc, s'il vous plaît, ça c'est une recommandation. Au bout de 10 jours d'hospitalisation, si votre malade ne s'améliore pas, c'est délai. C'est bon. Deuxièmement, après drainage, vous avez drainé votre malade. Là, c'est une autre question. Il ne faut jamais dépasser 3 jours. Après 3 jours, votre malade il est drainé, vous lui donnez ce qu'il faut comme antibiothérapie.
s'il ne s'améliore pas sur le plan clinique, s'il y a un sepsis sévère, si non-amélioration radiologique, ça ne sert à rien d'attendre un mois. Merci. Donc là, c'est bien dit. Bon, opérer après fibrinolyse, oui, mais ça complique le geste, c'est pour ça on le redit. Donc, il n'y a pas beaucoup de place à la fibrinolyse, parce que là, on ne compare pas entre chirurgie ciel ouvert et autre chose. Là, c'est chirurgie mini-invasive et fibrinolyse, et là, c'est donc la chirurgie mini-invasive qui gagne à chaque fois. Comment on va opérer? Donc là, ça a été dit depuis 1997 qu'il faut opérer par vidéothoracoscopie. Pas de place au ciel ouvert. Donc, c'est une recommandation de l'American Society qui était parue en 2022 qu'il faut toujours commencer par la vidéothoracoscopie, sauf si échec de cette approche ou qu'il y a une possibilité technique. Je ne vais pas entrer dans les détails. Mais là, donc, c'est une recommandation aussi qu'il ne faut jamais commencer par le ciel ouvert d'emblée. Pourquoi? Parce que donc, il y a plusieurs études qui ont montré que la supériorité sur le plan de la vidéothoracoscopie par rapport au ciel ouvert. Supérieur, donc c'est taux de succès qui arrive à 85%, mais tout ça, ça a été bien démontré par des études, ça diminue la durée d'hospitalisation, moins de morbimortalité, ça raccourcit le temps opératoire, moins de douleurs post-opératoires, l'écartement, les grosses thoracotomies. Là, c'est vraiment, les malades, parfois, ne peuvent pas s'en sortir de cette thoracotomie. Moins de fuite aérienne, ça diminue énormément la durée de drainage. Et vous allez voir, sur le plan technique, c'est très fin, et c'est très précis. Et en 2023, je pense qu'il faut toujours parler de la qualité de vie. On traite des malades et non pas des maladies. Donc, on pense à améliorer la qualité de vie, à raccourcir la durée d'hospitalisation de ces malades. Là, de plus en plus, on parle de l'uniportal. Donc, c'est une vidéothoracoscopie à travers un seul orifice. Et là, ça a permis de faire des gestes de plus en plus compliqués et de recruter surtout le stade 3 qui est très difficile à faire à plusieurs ports. Donc, avec l'approche multiportale, ça a été prouvé que... Donc là, je vais vous montrer cette étude. Donc, pour le stade 2, ça n'a pas de sens. Donc, c'est la même chose, stade 2, faire avec un seul trocar ou plusieurs. Mais pour le stade 3, l'uniportal, il fait beaucoup mieux en termes de résultats et de morbimortalité. Je vais vous montrer juste rapidement. Donc là, comme on voit les choses à l'intérieur, donc on va voir le poumon qui est très adhérent, malgré donc dans cet emplacement il n'y a pas de pus, mais pour arriver donc là où il y a le pus, il faut faire ces manœuvres. Et vous voyez donc là, c'est très doucement en respectant la plèvre viscérale, et donc c'est pour ça qu'on a beaucoup moins de fuite aérienne en vidéothoracoscopie. Ça avance ou pas? Là, on arrive au niveau de la poche, et là, donc, vous voyez donc, tout ce qui est épaississement pleural, juste pour vous montrer rapidement comment on fait la vraie décortication. Ça, c'est la décortication. Donc, on va enlever la gangue fibreuse qui enserre le poumon. Donc, je passe. Je vais vous épargner donc, tout ce qui est chirurgical. Allez. Bon, est-ce qu'on peut tout faire avec cette vidéochirurgie? Bien sûr que non, il y a toujours le risque de conversion, mais ça reste. Donc, deuxième recours, c'est la conversion. Ce n'est pas premier plan. Dans une cohorte de 7300 patients, le taux de conversion il est de 14,2, mais ce qui saute, c'est que si on en voit au-delà de 15 jours, c'est la majorité des malades vont être convertis, ça va être très difficile. Là où ça n'a rien à voir pour le malade et pour le chirurgien d'opérer tôt ou d'opérer tard. Juste aussi un facteur de risque qui saute, c'est les infections BGN. Ce sont très mauvais pronostics. N'hésitez pas, si vous avez des infections BGN, envoyez très rapidement la chirurgie. N'attendez pas que ça va s'améliorer sous traitement médical. Ça va évoluer très rapidement vers le cloisonnement. Les limites de cette chirurgie, bien sûr, il y a toujours l'échec, ce sont les séries 2 à 15%, une morbidité de 35% quand même, et une mortalité, vous allez voir, c'est pas la même. À ciel ouvert, on est à 3,7 versus 2,8 donc par vidéothoracoscopie. Pourquoi l'échec? L'échec, c'est parce que après avoir fait la décortication, le poumon ne revient pas à la paroi. Il y a persistance d'une cavité. Et là, comment on va faire pour combler cette cavité? Parce que si le poumon ne se réexpand pas, ça va se recollecter. Donc là, par ordre d'indication, donc selon la littérature, toujours commencer par la myoplastie, soit par épiplan ou le muscle grand-costal. Si échec, on va les voir un par un. On va faire la vague thérapie ou l'itérative thoracotomie.
Si ce n'est pas possible, on va faire la thoracostomie ou la fenestration. Et en dernier recours, c'est la thoracoplastie, alors qu'il y a 30 ans, pour le défaut de l'expansion, on proposait en premier lieu la thoracoplastie. Pour la myoplastie, je vous épargne. Donc on va prélever l'épiplan, on va prélever le grand dorsal et on va mettre à la place de ce défect pour le combler, donc pour que ça se collecte pas. Ce qui est nouveau, ce qui est très prometteur, quand vous avez cet aspect-là, après drainage, après chirurgie, le poumon ne revient pas, c'est la vague thérapie. Donc là, c'est un système d'aspiration continue. Si on le met en place, on le garde de 4 à 5 jours et ça permet une très bonne réexpansion pulmonaire, un bourgeonnement très important. On l'utilise pour les plaies, en orthopédie, les plaies ouvertes, les infections, ainsi de suite. C'est très couramment utilisé. Et là, ils ont pensé l'utiliser en chirurgie thoracique. Il y a deux techniques. Soit on va l'utiliser avec une fenestration à ciel ouvert ou à ciel fermé. Donc là, je ne vais pas vous entrer trop dans les détails, mais il y a énormément d'études qui parlent du VAC donc, dans l'Empire. L'hétérotoracotomie, donc là, c'est pour les services qui ont un accès très facile au bloc opératoire. Je pense à Sfax ou à l'Ariane, on n'a pas cet accès facile pour faire entrer le malade 2 fois par jour et tous les jours. Donc là, c'est ce qu'on appelle itérative thoracotomie. Et les auteurs donc, disent qu'il y a un taux de succès à 97% quand même, c'est pas un peu. Sinon, si l'échec de tout cela, on est obligé à faire donc la fenestration. Et là, on va ouvrir une fenêtre dans la cavité thoracique, là où il y a le défaut de réexpansion. Donc, vous voyez, au fond, c'est un peu de surgicelle pour la cicatrisation. Et donc, ça permet de traiter l'infection. Si le malade il va survivre, on va fermer cette cavité dans un deuxième temps. Et donc là, c'est un peu choquant pour la famille, parfois même pour les pneumologues de voir ça, mais ça permet de guérir à 100% l'infection. Donc le contrôle de l'infection, il est garanti à 100%. Du moment où il est ouverte à l'air ambiant, elle ne s'infecte jamais. Juste par l'expérience, quand vous avez une infection fongique, généralement on va aller directement vers ça. Donc les infections fongiques, ils sont très très difficiles à guérir. Les OPM fongiques, j'en ai vu 3, on a tout utilisé, on a opéré les malades 3-4 fois et c'est la seule façon pour contrôler ces infections-là, faire fenestration avec des pansements, avec des antifongiques et ça a été décrit dans la littérature. Dernièrement, il faut éviter la thoracoplastie, ça déforme les malades, c'est irréversible. La thoracostomie, c'est réversible, on peut la fermer, on peut donc avoir une silhouette normale, mais la thoracoplastie, là, enlever toutes les côtes, déformer le malade, c'est très douloureux. Donc là, vraiment, il faut l'éviter, vraiment, dernier recours. Quels sont les facteurs de mauvais pronostic dans les pleurésies purulentes quand on envoie au chirurgien? Toujours le retard de drainage, le retard de prise en charge chirurgicale. Là, ça a été montré que chaque jour que vous dépassez après les 5 jours, vous augmentez la mortalité de 1,2%. Donc, vous envoyez un malade, par exemple, après 15 jours, vous allez ajouter 12% de mortalité. Kunhar hésite 1,2%, et ça c'est dans le New England Journal of Medicine. Il y a des scores pronostiques. Le plus validé, c'est le score rapide. Donc là, Renal, AH, Purulence, Infection Source, Dietry. Donc là, juste pour vous dire que si on a un score de 0,2, on a un malade à faible risque, mais un score à 7, supérieur à 7, c'est un malade de 5 à 7, il est à très haut risque. Et ça a été validé par les 2 études qui ont été dites par Mariam, donc MIS 1 et MIS 2. Là, donc, vous voyez la différence significative entre avoir un score donc, rapide de 0,2, de 3 à 4 et de 5 à 7. Autre facteur pronostic, je vais passer. Donc là, je vous demande la dernière question. Si échec, donc là, c'est bon, on a tout vu, mais vous avez un malade, vous avez fait le traitement médical, mais là, le présentant au chirurgien, c'est un malade non opérable sur le plan anesthésie. Qu'est-ce que vous pouvez proposer pour ce malade? Il est non anesthésiable. Donc, drain demeure, thoracoscopie sous anesthésie locale, fenestration d'emblée ou renforcer le traitement médical. Donc, la majorité vont proposer donc un drain à demeure. Bon, sincèrement, drain à demeure, pour la famille, c'est très difficile à, comme on l'a dit, donc la qualité de vie, c'est très contraignant. Par contre, là,
La thoracoscopie sous anesthésie loco-régionale ou anesthésie locale, c'est nouveau, c'est publié donc dernièrement. Le taux de succès, il est jusqu'à 97% pour les stades 2. Il y a une méta-analyse récente, le taux de succès est de 85% avec complications inférieures à 9%. Un essai randomisé a été fait, donc montrant que la thoracoscopie sous anesthésie loco-régionale fait beaucoup mieux que le drain plus fibrinolytique et ça raccourcit la durée d'hospitalisation en argent, donc ça améliore la qualité de vie. Et là, il y a une étude randomisée, donc un contrôle randomisé, que le résultat final n'a pas encore publié, mais le résultat préliminaire, qu'il y a une recommandation pour indiquer une anesthésie loco-régionale pour les malades à haut risque opératoire. 2 mots, dernière diapo. Pour les enfants, c'est pas la même chose. Les enfants, il faut aller directement à la chirurgie si on est stade 2, 3, parce que on a une mortalité très importante, taux de l'intervention, tout. Donc, les sociétés recommandent pour les enfants, n'hésitez pas. Donc, si vous hésitez un peu pour l'adulte, n'hésitez pas pour l'enfant à envoyer faire un chirurgien pour faire une thoracoscopie simple et efficace. Et je vous remercie. Merci Dr Hété, merci pour l'exposé très clair. Et vous avez abordé des questions qu'on se pose régulièrement. Enfin, il va y avoir des questions, vous allez voir. Je vais démarrer pour les critères d'envoyer nos patients au chirurgien. Le quand, justement. Quand vous nous dites 3 jours ou 5 jours, ça ne veut rien dire pour nous, pour moi particulièrement, parce que les gens arrivent, les malades arrivent déjà après, je ne sais pas moi, 2 semaines d'évolution. C'est pour ça. Donc, si c'est ce critère-là, nous le prendrons pas en charge, on vous l'envoie directement. Ce que j'aimerais, bien sûr répondre à cette question, mais est-ce qu'il y a des critères pour nous, pneumologues, plutôt locaux, radiologiques, scanographiques? L'évolution, oui, au bout de 3 jours, bien évidemment, on va gérer, on va essayer de trouver la cause de la défaillance. Est-ce qu'il y a des indications locales, radiologiques, on va dire? Oui, il y avait 2 diapos que j'ai enlevés. Il y a un score donc radiologique. Si la plèvre d'emblée est supérieure à 1 cm, il ne faut rien faire, il faut toujours envoyer au chirurgien. Et aussi, donc, s'il y a les cloisons, donc si on a des cloisons ou multiples micro-logettes, là aussi c'est l'échec. Si vous avez une seule poche avec multicloisons, vous essayez, oui, mais si vous avez plusieurs petites pochettes, c'est pas la même chose. Donc là, ça ne sert à rien, ça ne va pas aboutir, envoyez vers le chirurgien. Donc on parle de 2 choses. Pour les délais, ça a été bien dit. Il traîne depuis 15 jours, vous l'envoyez directement à la chirurgie parce que c'est recommandé. Si les symptômes traînent depuis plus que 10 jours, ça c'est une indication chirurgicale. Si le malade vient tôt, là, on va 5 jours d'hospitalisation. Votre malade, vous faites de la CRP, vous faites le bilan radiologique, il ne s'améliore pas. Soit il est en plateau ou aggravation, quand même, vous hospitalisez à J1, il est à CRP à 200, à J7, il est à 400, là il faut arrêter et envoyer au chirurgien, ça n'a pas de sens. Ou votre malade, il est en sepsis, il a une tension toujours limite, il est toujours fébrile, après 5 jours d'hospitalisation, là c'est l'échec, et envoyer à la chirurgie, il ne faut pas attendre que, votre dossier va s'améliorer, peut-être demain ça va être mieux. Non, là. Merci. Juste dans la foulée, vous avez abordé comme si l'échec, il est en rapport avec uniquement le problème d'antibiothérapie. Alors nous, ça arrive souvent qu'on gère le plan infectieux et le malade, c'est la CRP chute, la procalcitonie chute, l'état général s'améliore, l'épanchement est toujours là, les enregistrements, le problème, à la limite, c'est pour ça. L'infectieux. Non, c'est pas que l'infectieux. J'ai dit, il y a 3 volets. C'est soit si ça ne s'améliore pas sur le plan clinique, infectieux ou radiologique. Un des 3 critères, après 5 jours, il faut l'envoyer au chirurgien. Parfois, le critère infectieux, on peut avoir un échec sans le jet, etc. Un antibiotique mal choisi, dose non adaptée chez un patient diabétique, et vous mettez votre aiguille, vous mettez le bon antibiotique, et tout rentre dans l'ordre. Et on a souvent ce genre de patients. Souvent, ils reçoivent un antibiotique plus des anti-inflammatoires et essentiellement un antibiotique qui n'est pas adapté. Ils arrivent dans un tableau qui n'est pas stabilisé, donc on peut dire qu'en quelque sorte ils sont en échec. Mais en fait, vous évacuez, vous mettez le bon antibiotique
et ça répond à l'évite la chirurgie. Je pense, vous avez bien dit que en 5 jours de traitement efficace. Donc si il vient sans traitement efficace, on ne peut pas juger. Donc là, votre malade n'a pas eu le bon antibiotique, n'a pas été drainé, on ne peut pas juger. Donc le traitement, il n'est pas adapté déjà. Donc si vous mettez ce qu'il faut pour votre malade, mais 3 jours, ça suffit pour dire il s'améliore ou il ne s'améliore pas. 3 jours, c'est raisonnable. Ajoutez 1 jour, mais pas plus. Donc si vous avez un des 3 critères, n'hésitez pas. Alors la vidéothoracoscopie, c'est très simple. Très simple, ça raccourcit la moitié la durée d'hospitalisation de vos malades. C'est une seule incision de 2,5 cm, une seule incision où on met le drain et le malade, il sort au bout de 2-3 jours. C'est vraiment jour et nuit pour vos malades. Si vous les laissez stade 3, ça va être plus compliqué, mais quand même, n'hésitez pas, donc, comme je l'ai dit, la vidéo, vraiment, c'est pas chirurgie esthétique, ça change le pronostic de vos malades. En plus, il y a un problème avec les délais, ça dépend des centres et de la disponibilité de l'équipe chirurgicale. On n'a pas tout le temps l'accès facile à un service chirurgie qui accepte tous les malades dans des délais acceptables. Théoriquement, c'est une urgence. Nous, dans nos Asfax, on les opère en urgence la nuit. Donc là, c'est le malade. Et parce que on vise trop sur la vidéothoracoscopie, chaque jour compte. On le présente le matin maximum, donc dans 24 heures, il sera opéré. C'est une urgence. Et même les anesthésistes, c'était très difficile au début d'accepter que c'est une urgence. Mais là, c'est bon, ils l'ont compris. Parce qu'ils ont vu des malades, sepsis sévère, et ainsi de suite. Opérer stade précoce, c'est très simple. Le malade, il est dans son lit et demain, il se balade dans les couloirs. Je veux insister sur le fait que malheureusement, il y a de mauvaises habitudes au niveau de la première ligne, c'est de prescrire des anti-inflammatoires pour les malades ayant une infection virale. Or, ceci est un facteur de risque d'apparition des pleuses hypertrophiques. Tout à fait. Pour le fameux cocktail des...